Bonjour. Donc, dans maintenant les applications de la science, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, bien sûr, puisque j'ai travaillé depuis plus de 45 ans sur la microbiologie, les microbes, les virus. Et donc, ça illustre parfaitement les trois aspects de la découverte scientifique qui, en réalité, la seule chose qui m'est intéressée, c'est de découvrir des choses, c'est pas de les confirmer. Non, une fois que j'avais découvert quelque chose, la plupart du temps, j'abandonnais le champ pour que les autres puissent continuer à travailler, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir, c'est de trouver les choses en premier. C'est ça qui m'amuse. Je suis plus un découvreur, un explorateur un investigateur en profondeur. Donc, la première chose que l'on voit, la microbiologie va naître à la fin du 19e siècle par la naissance d'un outil, qui est l'utilisation d'un outil. Pas sa naissance, le microscope avait déjà été utilisé au 18e, et puis au 19e va se poser la question de ce qu'on va appeler la théorie du germe, c'est-à-dire que les maladies contagieuses, infectieuses, dont on ne savait pas quelles étaient la cause, et pour lesquelles on pensait que ça pouvait être les odeurs, les miasmes, allaient être attribuées à la présence d'êtres microscopiques. La difficulté que l'on avait à ce moment-là, c'est que notre peau, nos muqueuses sont pleines de microbes. Et donc de faire le lien entre le fait qu'on voit des microbes et que ça cause une maladie était quelque chose qui n'allait pas de soi et qui était l'objet d'une très très grande bagarre. Et il faut qu'il y ait à ce moment-là la conjonction de plusieurs éléments pour faire accepter la théorie du germe. Un des éléments de la théorie du germe qui a favorisé la théorie du germe était qu'on était dans le Deuxième Empire et que la droite pensait, en opposition avec la gauche, que la génération spontanée n'existait pas. D'accord ? Il y avait un conflit qui était un conflit profondément ancré, religieux, sur le fait que où tout avait été créé depuis le départ, et donc rien n'était créé de nouveau, les gens qui étaient la droite, religieuse, chrétienne, et puis les gens qui disaient non, il y a des générations spontanées et il se crée des générations spontanées. J'en reparlerai à propos du darwinisme parce que ça a été un des éléments du conflit, c'est tout s'est passé comme dans la Bible ou tout ne s'est pas passé comme dans la Bible. Donc la droite était, quand Pasteur a commencé à parler des microbes, la droite était pour les microbes, tandis que la gauche était à l'époque pour la génération spontanée. C'est pour ça que souvent les gens se disent c'est bizarre que Pasteur, maintenant que les chercheurs sont plutôt à gauche, Pasteur, lui, était de droite. Oui, il a même failli être sénateur. Et puis, Napoléon III a chuté, sinon il aurait été sénateur de droite. Donc, c'est pas étonnant, puisque c'est la droite qui l'a soutenu. L'autre chose, c'est que, en même temps, on commençait à avoir des notions sur l'hygiène, c'est-à-dire qu'en nettoyant les mains, c'est l'histoire de Semmelweis, qui a le premier montré que se nettoyer les mains empêchait de donner chez les femmes enceintes à qui on faisait des touchés vaginaux des maladies très graves, dues au fait que les mains étaient contaminées, en particulier, et ce qui avait beaucoup vexé les gens à l'époque, c'est que les médecins étaient plus dangereux que les sages-femmes, parce que les médecins venaient juste après avoir disséqué des cadavres, faire des touchés vaginaux sans se nettoyer les mains. Donc, ça paraît inimaginable. Mais ce qu'avait introduit Semmelweis, qui a été réfuté par toute l'époque, c'est que de se laver les mains avant de toucher les femmes, ça faisait complètement disparaître les fièvres du post-accouchement. Donc c'est quelque chose de très simple. Il y avait les évidences, ça aussi, vous voyez, ça vous rappelle des choses. Il y avait les données, on a ces cahiers sur lesquels Céline a fait sa thèse de médecine sur Semmelweis, je vous recommande sa lecture, c'est son premier ouvrage. Et il avait toutes les données, tout était prouvé. Il suffisait de regarder. Mais c'était insupportable pour les médecins de penser qu'on les accusait d'infecter les femmes. Et donc, comme ça n'était pas supporté par quelque chose de visible, par les microbes, c'était avant qu'on voit les microbes, eh bien, c'était pas admissible. Donc, il y avait à la fois la théorie, il y avait les habitudes, le dogme, et puis, Pasteur, dans une expérience qui est fameuse, finit par montrer que si on ne laisse pas l'air entrer dans une cornue, eh bien, la fermentation ne se reproduit pas. Donc, il faut bien rajouter quelque chose, et donc ses premiers travaux sont sur la fermentation de la bière, du vin, et donc Pasteur n'est pas un médecin, c'est un
il commence en étant un chimiste, hein, et puis ensuite il voit ces choses-là, ces microbes, et il aura des rapports avec la médecine qui seront compliqués parce que l'Académie de médecine et les médecins en général lui seront toujours très très hostiles parce qu'il n'est pas médecin et parce qu'il considère qu'il parle de choses dont il ne sait pas ce que c'est. Fort heureusement, rapidement, il aura un collaborateur, Roux, qui est médecin et qui mettra au point les premiers éléments qui réellement montreront l'importance de la théorie des germes pour soigner les gens. Comment on nomme les microbes? C'est un chirurgien qui dit qui rencontre Pasteur et qui dit, tiens, tu sais, ces choses que tu vois qu'au microscope, tu devrais les appeler les microbes. Donc Pasteur saisit le nom et dit, je vais appeler ça les microbes. Donc le nom microbe, microbiologie, c'est Pasteur qui l'a installé après en avoir discuté avec un collègue chirurgien. Et donc la première chose qu'il voit, c'est parmi les choses qu'il voit, et le premier pathogène qu'il découvre, c'est l'agent du choléra des poules, qu'on appelle maintenant le Pasteurella miltocida, qu'on voit au microscope. Et grâce à ce choléra des poules, il va inventer le principe du vaccin. Donc qu'est-ce qui se passe avec cette bactérie du choléra des poules? Il va la cultiver, et il va, c'est pour ça que c'est très très important de réfléchir toujours aux choses qu'on n'a pas programmées. Il cultive plusieurs fois, il sous-cultive plusieurs fois cette bactérie, et il la réinjecte à des poules pour montrer que les poules vont être malades avec la bactérie qu'il a isolée des selles de poules. Les poules ne sont pas malades. Et il se dit, attends, peut-être que c'est parce que j'ai trop cultivé cette bactérie, et maintenant elle a perdu son pouvoir pathogène, sa capacité à rendre les poules malades. Donc il dit, mais très bien, je vais reprendre la bactérie du choléra des poules, mais en la cultivant qu'une ou deux fois pour qu'elle ne perde pas cette capacité. Il la prend, et il inocule des poules. Mais il fait une chose que nous ne pourrions pas faire. Il utilise des poules nouvelles et il réutilise ces vieilles poules qui n'avaient pas été malades. Et qu'est-ce qu'il voit? Les poules nouvelles sont malades et les poules qu'il avait inoculées qui n'avaient pas été malades ne sont pas malades. Et donc il comprend qu'avec la bactérie qu'il avait sous-cultivée, il y avait fait perdre son pouvoir pathogène, son pouvoir de rendre malade, mais elle avait gardé son pouvoir immunogène, c'est-à-dire sa capacité à déclencher une immunité contre elle. Et donc, c'est la base des vaccins atténués, et c'est Pasteur qui va appeler ça le vaccin. Pasteur a vraiment eu des mots-clés. Les Français ont adoré qualifier les choses. Le langage, pour nous, est une chose très importante. Et donc, beaucoup de choses ont été qualifiées par Pasteur. Et Pasteur va appeler ça le vaccin, en rapport avec la première stratégie vaccinale à l'époque, qui était d'utiliser la vaccine, c'est-à-dire le virus d'une maladie des vaches, c'est pour ça que ça s'appelle la vaccine, qui avait une réaction croisée avec la variole, et qui donc protégeait contre la variole, et qui a été utilisée jusqu'aux 2/3 du XXe siècle. Donc le premier vaccin, c'est la vaccine, mais lui a généralisé le nom de vaccin après cet épisode sur le choléra des poules, et ensuite il a essayé de développer des vaccins atténués dont le succès chez l'homme a été pour le moins contesté. Mais le point clé ensuite, pour démontrer la théorie du germe, il a fallu montrer chez l'homme qu'il y avait une bactérie qui était susceptible de rendre les gens malades, et donc c'est Koch qui fera ça, qui est le grand rival de Pasteur, qui lui n'est pas du tout un scientifique, mais est un médecin généraliste au départ, et qui va montrer l'efficacité de la protection vaccinale pour la bactérie du charbon, et qui va trouver la bactérie de la tuberculose, et qui va définir la manière pour lui, qui était exacte en son temps et qui est dépassée maintenant, qui est de dire comment on peut définir qu'un microbe est associé à une maladie, c'est de dire on trouve ce microbe chez les gens qui ont cette maladie, on ne le trouve pas chez les gens qui n'ont pas cette maladie, et on peut le cultiver et l'injecter à un animal ou à un homme et reproduire la maladie. Donc c'est ce qu'il fait en premier, et donc c'est lui qui va introduire le premier la causalité, et qui va clore pour un moment la théorie du germe, c'est-à-dire oui, c'est des microbes qui donnent des maladies infectieuses. Ça, c'est la définition des microbes. Dans les années suivantes, un autre chercheur, qui s'appelle Chaton, va, en examinant au microscope les microbes, dire, tiens, les microbes n'ont pas tous la même forme, il y a des microbes qui ont un noyau, comme les cellules humaines, par exemple,
mais qui sont des microbes, ils ont une seule cellule, mais dans cette cellule, il y a un noyau, et il y en a qui n'ont pas de noyau. Et donc il dit, ça fait deux mondes différents, et il y a un monde qu'il appelle eucaryote, c'est-à-dire les caryotes, c'est-à-dire noyaux, c'est-à-dire normal, les microbes à noyau normal, et celles qui n'ont pas de noyau, qui considèrent qu'elles sont primitives. En général, l'homme, quand il définit quelque chose qui est différent de lui, il l'appelle toujours primitif. C'est un biais de langage. C'est comme ça. Donc, ceux qui n'ont pas de noyau sont c'est-à-dire avant ceux qui ont un noyau, et donc sont primitifs. Voilà. Et donc, c'est les prokaryotes. Et prokaryotes et bactéries, ça va devenir synonyme pendant des années. Alors, c'était pas exactement vrai. C'est amusant parce que c'est une aventure scientifique qui m'est arrivée. C'est une photo à moi, avec un de mes collaborateurs, le professeur Grubb. On travaillait sur un groupe de bactéries intracellulaires qui s'appelle les Paraclamidia. Et on décrit les formes de ces bactéries quand elles étaient intracellulaires. Très bien. Et un jour, un autre chercheur, dans un congrès, qui s'appelle First, montre les photos que j'avais publiées moi-même. Et il me dit, regardez, M. Raoult n'a pas vu qu'à l'intérieur de ces bactéries, il y avait un compartiment intracellulaire comme un noyau. Et je ne l'avais pas vu. Parce que, c'est ce que dit Einstein, on ne voit que ce que la théorie permet. C'est très difficile de voir ce qui n'est pas permis par la théorie. Donc les chlamydia sont incontestablement des prokaryotes, c'est des bactéries. Mais ce groupe de chlamydia a un réservoir interne, une membrane interne, comme un noyau, d'accord? Et donc, la définition prokaryote ou eucaryote chez les parachlamydia est pas si vraie que ça. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des bactéries qui ont des compartiments intracellulaires, ce qui est contraire à la théorie de base de la différence entre les prokaryotes et les eucaryotes. Vous voyez? Et donc, je pense à un exemple frappant, vous voyez, d'aveuglement. Donc je suis content de ne pas penser qu'il n'y a que les autres qui sont aveugles. Moi aussi, j'étais aveugle, je l'ai publié et je ne l'avais pas vu. Il a fallu que quelqu'un regarde en sachant qu'il y avait des bactéries qui avaient une membrane interne pour qu'il voit ce que moi j'avais publié sans le voir. Vous voyez, je n'ai pas honte du tout. Je suis un humain. Et donc, théorie, je suis prisonnier des théories comme les autres, même si j'ai passé ma vie à me disputer contre les théories. Et me disputer contre m'a amené à me disputer contre les hommes aussi. Voilà. Il va y avoir une troisième étape dans la définition des microbes. Cette troisième étape, c'est Carl Woese, un grand chercheur, un grand chimiste, qui va analyser le ribosome des microbes. Le ribosome, c'est cette petite usine qui fabrique les protéines avec de l'information qui vient des acides nucléiques, du noyau ou des virus, ou l'acide nucléique, celui des noyaux, c'est de l'ADN, il est transformé en ARN messager, ce qui a valu le prix Nobel à Jacob Monod et Lvov, et ce messager va transmettre le message à l'usine à protéines qui s'appelle le ribosome. Et donc si on regarde, associé au ribosome, il y a de l'ARN ribosomal qui permet le traitement de cette information. Et donc, quand il regarde la séquence de ces ARN, il dit le monde n'est pas divisé en deux, prokaryotes, eucaryotes, il est divisé en réalité en trois. Et dans ces trois, il dit, il y a les bactéries, ça c'était ce qu'on appelait les prokaryotes avant, les eucaryotes, ça on est d'accord, mais il y a un troisième groupe qu'il appelle les archées, c'est un mauvais nom, les archées, parce que il a appelé ça les archées parce que parmi les premiers prokaryotes qu'il a analysés, il y avait des bactéries qu'on appelle extrémophiles, c'est-à-dire qui vivent dans des températures extrêmes. Et il y avait une théorie à l'époque, qui est peut-être exacte, enfin en tout cas il y a des gens qui croient encore à cette théorie, qui est que le monde de la vie a commencé à des températures extrêmes et que donc le témoin le plus ancien de la vie, ce sont ces prokaryotes extrémophiles qui vivent dans des températures au-delà de la température d'ébullition, température colossale, considérable. Et donc il les appelait les archées pour ça, mais elles ne sont pas plus archaïques. Et ce nom d'archées a amené à penser que d'abord, on ne les trouvait que dans l'environnement, puisqu'on pensait seulement aux extrémophiles. Dans les extrémophiles, dans les archées, il y a des archées
qui supportent des quantités de sel extraordinaires, d'autres de la chaleur extraordinaire, et d'autres qui poussent à la température ordinaire. Et donc on n'a pas imaginé pendant des années, et nous on a été les premiers à montrer qu'au contraire c'était extrêmement banal avec mon ami Michel Dancourt, que les archées étaient très fréquentes chez les hommes aussi, et éventuellement associées à des maladies. Mais c'était devenu un autre monde qui était le monde de l'environnement et pas le monde des humains. Et donc, pendant très longtemps, il n'y a pas eu du tout de chercheurs qui cherchaient les archées chez les humains. En plus, pour les cultiver, c'est un peu compliqué, avant qu'on mette au point des techniques qui facilitaient ça. Donc on a 3 mondes, les bactéries, les eucaryotes et les archées. Et puis, se pose la question maintenant de la définition des virus. Et là aussi, ça va être un vrai problème. Vous voyez, c'est très très difficile. Quand l'embranchement de départ a été donné sur la définition, c'est très compliqué de revenir dessus parce que vous avez des millions de gens qui ont appris ça. Et si vous leur dites, vous savez, tout ce que vous avez dit, c'est pas vrai, vous savez, les gens vous détestent. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Les gens vous détestent absolument. Et donc, parce que ils peuvent pas croire que non seulement ce qu'ils ont dit, mais en plus, quand ils sont devenus spécialistes, ce qu'ils ont enseigné. Moi, j'ai enseigné des bêtises pendant des décennies, des choses qui n'étaient pas vraies. Et j'ai fini les 10 dernières années où je faisais les cours, je commençais mes cours en disant, écoutez, ce que je vous dis n'est pas vrai, mais je peux même pas vous dire ce que moi je crois savoir maintenant, parce que c'est trop compliqué, qu'il faut commencer par quelque chose, qui va donc être une simplification. Et puis deuxièmement, ce que moi je crois savoir maintenant, ça sera dépassé dans 10 ans ou dans 20 ans, y compris sur des choses dont on pense qu'elles sont établies, ce qu'on appelle, nous, canoniques. Et donc, la définition des virus, c'est complexe parce que Pasteur, qui cherchait les causes de maladies transmissibles, qui travaille sur la rage, qui était vraiment quelque chose qui était un très grand problème, qui lui a valu une grande gloire, eh bien, filtre les tissus infectés par la rage, et bien que ce soit, il les filtre par des filtres successifs, le dernier filtre étant le filtre de Chamberlain, et il ne les voit pas au microscope, mais malgré ça, ça reste infectieux. Et donc, va naître le nom de ultravirus, c'est-à-dire quelque chose qui est virulent et qui est ultrafiltrable, puisqu'on appelait ça les ultrafiltres. D'accord ? Sans réellement faire un lien avec le virus lui-même, les virus eux-mêmes vont être décrits, là aussi, par les environnementalistes, avec le virus de la mosaïque du tabac, qui est un virus qui entraînait, bien sûr, des conséquences agricoles extrêmement importantes, ça détruisait les récoltes. Alors il y a un virus de la mosaïque du tabac, de la tomate, de la plupart des légumes et des plantes, et c'est épidémique et ça les détruit, et donc ce virus a été identifié. Ce virus comprenait d'une part des acides nucléiques, là on a su les analyser ultérieurement, et puis était entouré d'une protéine qui était faite de petits morceaux répétitifs. Et cette protéine ce virus était susceptible d'être transformé en un cristal. Elle était cristallisable. À partir du moment où c'était cristallisable, en plus avec l'arrivée d'un nouvel outil, le microscope électronique, on arrivait à voir les choses, eh bien, il y a 2 théories qui sont faites à partir des virus. Il y en a une qui a été faite par un chimiste qui a eu le prix Nobel, qui s'appelait Stanley, qui avait cristallisé le virus, et qui a dit, le virus, c'est une biomolécule, ça n'est pas vivant. C'est une biomolécule. Et il disait, elle n'est pas vivante parce qu'elle n'a pas la capacité de s'auto-reproduire. C'est juste une biomolécule. Et Stanley, qui a eu aussi le prix Nobel, qui est quelqu'un qui a découvert une bactérie qui m'est chère, qui est Coxella burnetii, qui est une bactérie intracellulaire, et lui, entre les bactéries intracellulaires et les virus, il ne voyait pas de séparation nette. Et donc, il disait, les virus, c'est des bactéries qui ont perdu quelque chose. Donc, c'est une évolution réductive. C'est pas des biomolécules. Et donc, il n'y avait pas d'accord là-dessus. Puis, Lvov, qui était un 3e prix Nobel dans les années 50, qui était à l'Institut Pasteur, a essayé de faire un consensus sur la définition des virus. Quand on fait un consensus, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est en pratique. Je n'ai pas besoin de faire des consensus pour les choses dont on sait ce que c'est. Mais il fallait bien... D'ailleurs, quand il était poussé dans ses retranchements, on lui disait, qu'est-ce que c'est alors ? Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un virus ? Il disait, un virus, c'est ce sur quoi travaillent les virologues. Ou un virus, c'est un virus. Et après, quand on le poussait, il disait, mais non, on va essayer de nous définir. Alors, il disait, voilà, il faut que ce soit fasse moins de 0,2 microns, donc c'est ultra filtrable. C'est de l'ADN ou l'ARN, et encore actuellement, tous les virus sont classés par virus, dont l'information circule par de l'ADN ou par de l'ARN. D'accord ? Et puis après, simple brin, double brin.
Et puis ensuite, c'est strictement parasite. Et ensuite, ça ne contient pas les enzymes qui sont capables de produire de l'énergie. Donc non seulement ça a besoin du ribosome, mais ça a besoin de l'énergie des cellules dans lesquelles il est. Et donc on arrivait à cette conclusion, c'est qu'on avait au départ les microbes et les virus, et puis les différentes étapes, les prokaryotes qui sont devenus les bactéries et les archées et les eucaryotes. Les prochaines étapes ont été, grâce au microscope électronique, de voir les virus, et puis ensuite on va voir ce qui se passe ultérieurement et qui a mis des changements dans le XXIe siècle absolument radicaux à la classification des microbes.